Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège. Alors aujourd'hui, comme invité, nous avons Jean-Christophe Peterken, qui est le nouveau directeur général du GRÉ, le groupement de redéploiement économique de Liège, de la province de Liège. Et avec lui, nous allons parler de comment relancer l'économie liégeoise, Didier. Alors exactement, mais d'abord on va essayer de comprendre pourquoi le GRÉ a été créé et quand a-t-il été créé. C'est quoi le GRÉ en fait? Alors bonjour à vous deux et bonjour à toutes et à tous. Donc le GRÉ est une SBL financée par les pouvoirs publics qui a été créée en 2004 suite à l'annonce de la fermeture de la phase à chaud de la sidérurgie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'histoire liégeoise, il y a eu ce 12 mars 2003, cette manifestation monstre suite à l'annonce de l'intention de la fermeture de la phase à chaud. Et ce qui avait été marquant au cours de cette manifestation, alors on parle de 20 000, 30 000, 40 000 personnes, peu importe, il y avait énormément de monde, mais c'était vraiment un cri qui était poussé par les Liégeoises et les Liégeois au sens large, qui consistait à dire, au-delà du choc de la fermeture, c'était comment va-t-on construire l'avenir, notamment sur le plan socio-économique. Et donc les décideurs de l'époque ont mis en place une série de dispositifs, dont le GRÉ, qui, depuis sa création, rassemble les forces vives, politiques, économiques, syndicales, culturelles, académiques, pour lancer des pistes, identifier des secteurs nouveaux et tenter, tant que faire se peut, de réussir la diversification industrielle, puisque c'est bien cela qui avait été dénoncé, c'est que notre région était trop dépendante de certains secteurs clés. La sidérurgie notamment. Effectivement. Alors il fallait redéployer l'économie liégeoise. Est-ce qu'on peut citer, puisque c'est un peu la phase 1 du GRÉ, est-ce qu'on peut citer des actions concrètes qui ont pu être réalisées dans les premières années de naissance, après la naissance du GRÉ? Il y a eu évidemment beaucoup de contacts, je dirais, de brainstorming, essayer d'identifier à l'époque. Il faut se remettre quand même dans le contexte de l'époque. Le monde a terriblement changé en 20 ans et les priorités de l'époque ne sont peut-être plus nécessairement les priorités d'aujourd'hui. Mais enfin, le GRÉ a œuvré dans de nombreux domaines. Il a souvent été précurseur et on a tendance à l'oublier. Par exemple, l'étude de faisabilité d'un grand musée qui devait servir d'élément d'attractivité majeur et qui est devenu, après des années, la Bouverie, eh bien, c'est au sein du GRÉ que cette première étude a été réalisée. C'était un élément d'attractivité. C'est eux qui ont eu l'idée de rénover le musée de la Bouverie, d'en faire ce qu'il est aujourd'hui? Alors, effectivement, c'est au sein du GRÉ qu'est née l'idée, avec évidemment la ville de Liège qui était à la manœuvre, mais il y avait aussi quelqu'un qui était très attaché à cette démarche, c'était Bernard Serin. Et donc, c'est lui qui, effectivement, avec les autorités de la ville de Liège et d'autres, qui se sont rassemblés pour essayer d'identifier les éléments qui constituent l'attractivité. Ils ont estimé qu'un musée à vocation internationale était indispensable pour être sur la carte et pour pouvoir booster cette économie qu'on appelle présentielle, c'est-à-dire l'économie liée à la présence de personnes qui n'habitent pas sur le territoire pour la faire converger. Puis c'est aussi en termes d'image et autres. Première étude de faisabilité, c'est le GRÉ, et ça a été concrétisé. Et forcément, on a peut-être oublié que c'était né là-bas, mais voilà un exemple parmi d'autres. Alors l'industrie, c'est quand même important, c'est beaucoup de pertes d'emplois, la sidérurgie. Et si on veut compenser, c'est pas la création d'un musée qui va compenser. Est-ce qu'il y a eu des réflexions, des pistes, des avances dans d'autres domaines, notamment industriels? Bien entendu. Vous me demandiez un exemple concret, c'est pour ça que j'ai répondu sur cet élément. On essaiera d'en avoir d'autres d'ailleurs tout à l'heure. Qui est effectivement assez parlant. Il y a eu toute une démarche qui s'appelle la reverse métallurgie. Et là, c'est notamment Jacques Pellerin, qui était une des chevilles ouvrières, des moteurs du GRÉ, ancien directeur d'Arcelor, qui a développé l'idée de pouvoir récupérer les déchets industriels et plutôt que de les considérer comme des déchets, c'est-à-dire une charge, d'en faire des éléments qui vont servir le développement de nouvelles industries. En fait, c'était assez précurseur puisque c'est une forme d'économie circulaire, c'est-à-dire on récupère pour valoriser et pour créer de la valeur. Et c'est là qu'il faut mesurer la réalité des choses, parce qu'on est toujours confronté au réel. Entre l'idée et sa matérialisation, mais parfois des années qui passent, parfois 10, 12, 15 ans. Mais nous arrivons désormais à un stade où cette idée se matérialise, donc à Angy,
dans le siège de 2 entreprises, eh bien, on va installer des prototypes industriels, donc de la véritable fabrication dans un four à plasma qui va permettre de récupérer des déchets à partir de matières et de les valoriser. Donc récupérer des métaux précieux comme du cobalt ou des choses pareilles. Donc ça veut dire qu'à partir d'une idée qui a germé de par le fait que les forces vives essayaient d'imaginer des débouchés nouveaux, on arrive sur de véritables applications industrielles qui, en amont, ont mobilisé la recherche, ont mobilisé l'université de Liège, ont mobilisé des industriels et des moyens publics pour arriver à un certain nombre d'applications. C'est l'entreprise Hydrométal à Angis qui va être le siège de cette réalité. Et d'ailleurs, la Wallonie a repris cette idée pour essaimer à l'échelle wallonne cette dynamique reverse métallurgie. Donc voilà un deuxième exemple, et il est assez parlant parce qu'on a parfois tendance à oublier la genèse, l'origine d'un certain nombre de projets porteurs qui passent toujours par plusieurs phases. Et là, il faut vraiment affirmer que l'idée, le concept est né de la volonté. Autre exemple aussi de dossier à long terme, puisque vous êtes au début de ces dossiers, vous à la réflexion, au stade de la réflexion. Est-ce que le plan de mobilité de la région liégeoise, le tram pour ne pas le citer maintenant, a déjà connu ses premières études en fait au sein du GRÉ? Alors, il y a eu effectivement tout le plan urbain de mobilité qui est à l'échelle de l'arrondissement de Liège, a été développé dans 2 endroits. D'abord la conférence des bourgmestres avec les élus, mais aussi pour ce qu'on a appelé cette deuxième ligne radiale au tram, la transurbaine. C'est une étude qui avait été développée au sein du GRÉ, qui a été intégrée dans le plan urbain de mobilité. Et le plan urbain de mobilité, c'est notamment l'arrêt principal du tram, mais c'est une refonte totale de la mobilité à l'échelle liégeoise, qui en fait est en cours. Les difficultés d'aujourd'hui occultent un peu les réalisations, mais je suis sûr et certain que les citoyens vont voir au fur et à mesure des changements de paradigme à l'échelle liégeoise. Et il faut souligner qu'à Liège, je parle ici à l'échelle de l'arrondissement, nous sommes précurseurs. C'est le premier endroit en Wallonie où on a souhaité réaliser un plan urbain de mobilité qui dépasse les frontières communales et qui embrasse véritablement un bassin de vie. Donc voilà, ce sont effectivement des éléments auxquels le GRÉ, à un moment donné, a également participé, s'est fondu dans un effort collectif de repenser l'avenir. Mais tout ceci prend énormément de temps et c'est cela qui est compliqué, c'est entre l'idée, entre sa conception et sa réalisation, il y a tellement de temps qui s'écoule qu'on perd de vue parfois l'objectif et on ne retient le temps de sa réalisation que les difficultés que ça génère. Et il y a aussi la peur du changement. Et c'est cet espace-temps qu'il faut impérativement meubler pour toujours et sans cesse expliquer les démarches qui sont à l'œuvre. Est-ce que le GRÉ, est-ce que ces projets auraient existé sans le GRÉ, ou bien est-ce que le GRÉ a servi de facilitateur, de catalyseur de ces projets? Mais je crois que Reverse Métallurgie, par exemple, n'aurait sans doute pas existé s'il n'y avait pas eu cette volonté de diversification industrielle. Peut-être que ça serait né ailleurs et que l'idée aurait été développée ailleurs, mais en tout cas, c'est né à Liège, de par la volonté de quelques-uns, et je le répète en particulier de Jacques Pellerin, qui était un homme remarquable et que je salue, qui était vraiment opiniâtre dans cette démarche. Et force est de constater que ça débouche sur des applications industrielles. Mais ça a pris le temps que ça devait prendre. Autre dossier peut-être assez emblématique aussi, qui a quand même été discuté au GRÉ, c'est celui, malheureusement, qui n'a pas abouti, mais qui a mobilisé toutes les forces de la région à l'époque, c'est Liège 2017. dont vous étiez d'ailleurs un des principaux défenseurs, artisans et figures. Effectivement, je m'en souviens un peu. Voilà. Et donc, la première idée de développer une candidature pour un événement majeur afin de faire un gain de 20 à 30 ans en termes d'attractivité, je me souviens très bien l'avoir portée auprès des services de la ville de Liège, dans lesquels je travaillais, mais pour tout de suite avoir l'adhésion des forces vives, c'est au sein du GRÉ qu'elle a été portée. Le GRÉ a financé la première étude de faisabilité qui a confirmé que l'exposition internationale était sans doute le meilleur vecteur par rapport à d'autres types d'événements pour pouvoir, dans une ville et dans une région
tel que Liège pour pouvoir développer un événement majeur. Donc c'est effectivement là également que ça a été développé, tout comme le début de l'aménagement du quartier de Coron-Meuse. Les prémices ont été développées au niveau du Gré, puis ça s'est autonomisé pour finalement que la ville de Liège le reprenne. D'autres exemples encore, parce que je crois que c'est important, le Gré a été précurseur dans tout ce qui a trait à la rénovation énergétique des bâtiments publics. C'est un programme qui s'appelle Rénowatt, et c'est au sein du Gré, à travers un projet pilote européen, que l'opportunité et la méthodologie via des contrats de performance énergétique pour pouvoir s'engager dans ce type de rénovation qui désormais sont devenus inéluctables. Mais il faut quand même se souvenir qu'il y a 10 ou 12 ans ou 15 ans, ça n'était pas le cas, et ça a permis vraiment de conscientiser et d'affecter des moyens publics à cet enjeu qui devient un enjeu majeur dans le cadre de la transition climatique. Donc voilà, toute une exemples, série... il y en a beaucoup. On parle même, on l'oublie souvent, mais le Festival du film international de comédie, en fait, est piloté par quelqu'un du Gré aussi, amène pas mal de monde, pas mal de succès dans la région. Ça, c'est des choses qu'on sait moins. Voilà. Donc, je veux dire que moi, j'ai pris évidemment en marge le bilan, mais sur 20 ans, le Gré a participé à développer de l'ordre de 70 projets qui allaient de la création d'événements majeurs à des processus de reconversion industrielle, à des éléments de positionnement de la métropole liégeoise. Il a participé à bon nombre de créations de ce qu'on appelle d'écosystèmes. C'est un peu le mot à la mode, mais il dit tellement bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il fait interagir une série d'acteurs qui, par le fait qu'ils décident de travailler ensemble, sont susceptibles de créer une valeur ajoutée pour le territoire. Donc voilà pour ce qui concerne l'activité du Gré. Je crois je suis très heureux de pouvoir le faire aujourd'hui, d'abord pour rendre hommage à mon prédécesseur et aux équipes Jean-Luc Pleuners, qui m'ont tout à fait pour le travail, et à toutes les instances et toutes les forces vives qui se sont engagées dans cette dynamique. Je crois que voilà, hommage l'aurait rendu parce que ça a été un travail de fourmi et de fond qui porte incontestablement des fruits. Alors, votre arrivée à la tête du Gré, c'est un peu l'acte 2, en quelque sorte, maintenant, du Gré. Il faut partir d'un constat, c'est vrai. La première fois, c'était il y a presque 20 ans. Quel est le constat aujourd'hui que vous faites pour relancer la dynamique du Gré? D'abord, si il faut relancer la dynamique du Gré, c'est qu'il faut encore travailler. Mais oui, incontestablement. D'abord, c'est une quête sans fin. C'est toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Le développement est fait de cycles. Et incontestablement, nous sommes entrés dans un nouveau cycle. La digitalisation, la transition écologique sont des éléments qui s'imposent à nous, qui constituent autant d'opportunités que de difficultés. Et donc, il faut s'en saisir. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai voulu proposer aux instances qu'on fasse un diagnostic pour avoir une situation la plus objective possible. Je crois qu'il n'y a rien de tel pour démarrer une démarche qui soit véritablement ancrée dans le réel. Moi, je voulais en quelques chiffres, comment se porte l'économie liégeoise aujourd'hui? Voilà. Alors, je me suis inspiré pour ça. Je tiens à le dire. Je le dis déjà. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais notamment les travaux de Jean-Marie Halleux de l'université de Liège, qui avait fait une analyse territoire provincial par territoire provincial à l'échelle wallonne, et j'ai repris un certain nombre d'indicateurs qu'il avait identifiés, et j'en ai ajouté d'autres. Alors, sans surprise, nous avons des forces et des faiblesses. Alors, au niveau des forces, incontestablement, quand je dis la région liégeoise, donc je parle bien de ce qu'on appelle la dimension métropolitaine, savoir Liège, Verviers, Huy et Waremme. La province, donc. Le territoire provincial. Et donc, un certain nombre de forces. D'abord, nous avons, contrairement à ce que parfois on peut laisser croire, encore une base industrielle qui est réellement importante. Je donne ce chiffre qui est tout à fait frappant, mais le seul arrondissement de Liège, qui est certes le plus peuplé de Wallonie, mais le seul arrondissement de Liège fait près de 20%, génère près de 20% du produit intérieur brut wallon. Il y a 13 arrondissements en Wallonie. Voilà. Donc, ça veut donc dire que la création de richesses, qui est
indicateur du PIB qui est assez classique. La création de richesse en Wallonie est pour près de 20% à Liège, et c'est l'arrondissement qui, de loin, produit en volume le plus de richesse. Ça veut dire que la base industrielle est encore présente de manière significative. Pas uniquement la sidérurgie, évidemment. Non, bien entendu. Il y a une multitude de secteurs. Je parlais de diversification tout à l'heure. C'est vrai que les fabrications métalliques, comme l'on dit, sont encore bien présentes, mais il y a tout ce qui a trait aux sciences du vivant, il y a l'énergie, il y a la construction, il y a le commerce, il y a toutes ces réalités qui constituent encore la base industrielle. L'agroalimentaire, qui est très présent, en particulier dans l'arrondissement de Verviers, cette fois-ci. Mais si on revient sur Liège, une diversification et une base industrielle présente. Ça, c'est plutôt, je dirais, une bonne nouvelle. Le deuxième élément qui est véritablement intéressant, c'est que l'on voit que la part de PIB qui est investie dans la recherche et le développement sur le territoire provincial liégeois, cette fois-ci, est plus élevée que ce que l'on fait ailleurs en Wallonie et parfois même dans certaines provinces flamandes. Et nous sommes plutôt bien positionnés dans l'Europe du Nord-Ouest. C'est-à-dire que nous sommes entre 2 et 2,5% du PIB qui est réinvesti dans la recherche et l'innovation. Et ça, c'est terriblement important. Donc ça veut dire que la base industrielle qui est encore présente, eh bien, elle est innovante. Et on sait très bien que c'est l'innovation qui nous permettra en permanence, dans un monde qui évolue de plus en plus vite, de nous adapter aux nouvelles réalités et d'avoir une capacité de réaction, une réactivité beaucoup plus grande par rapport aux évolutions qui sont inéluctables. Pour citer des noms, pour que c'est un peu plus concret, on peut citer, je sais pas, John Cockerill, Safran Aeroboosters. Ce sont des sociétés très importantes qui financent beaucoup de recherche et développement. À l'évidence. Donc, dans leur secteur, ils doivent véritablement rester à la pointe. Donc, quand vous créez des pièces de moteur d'avion et des pièces d'Airbus comme Safran Aerobooster, vous devez évidemment être à la pointe de la recherche et donc vous devez consacrer une part importante de vos bénéfices à la recherche et développement. C'est la même chose dans tout ce qui a trait au secteur des sciences du vivant, les biotechnologies, etc. Vous devez continuer à être à la pointe. Et nous avons donc un tissu industriel qui l'est. Donc ça, c'est plutôt du côté des forces. Est-ce qu'il y a encore d'autres forces que l'on peut mettre en évidence ? Oui, il y a encore des forces, je dirais, qui doivent être relativisées, mais néanmoins, donc, nous avons la part de diplômés du supérieur par rapport à la population globale. Elle est à peu près de 37%. Donc 37% de la population globale a un diplôme, soit de l'enseignement universitaire, soit de l'enseignement supérieur non universitaire. C'est plus que dans les autres provinces ? Alors, c'est dans la moyenne belge. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de décrochage par rapport à celle-ci. Nous sommes dans la moyenne belge. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Ça n'est pas le cas partout. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Par contre, dans la tranche d'âge entre 30 et 34 ans, nous progressons. Donc là, c'est 41% des jeunes de 30 à 34 ans qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Mais là, la moyenne belge est pratiquement à 50. Donc là, ça veut dire que nous avons un décrochage. Nous progressons, mais nous progressons sur base de cette analyse des 34 ans, moins vite qu'ailleurs. C'est là que se trouvent les créateurs d'entreprises. Mais donc là, je veux dire, on progresse, mais peut-être moins vite qu'ailleurs. Donc là, il y a un signal. C'est pour ça que je disais que c'était mitigé par rapport on a parlé des forces. On doit parler des faiblesses. On sait que le bassin économique liégeois compte un grand nombre de chômeurs. Et ça, on a un taux de chômage avec Charleroi, je crois, qui est le plus important de Wallonie. Alors, effectivement, parmi les éléments qu'on peut considérer comme étant des faiblesses, c'est le taux d'emploi et le revenu moyen. Mais là, je dois dire qu'il faut que je nuance en parlant du territoire provincial. Parce que là, il y a des différences au sein du territoire provincial. L'arrondissement de Liège, on l'a dit, donc, qui est le plus productif de Wallonie, qui produit le plus de richesses, c'est là où le taux d'emploi est le moins développé. Et c'est là où les revenus par habitant sont les moins élevés. C'est tout le paradoxe
de l'analyse des chiffres. Là où il y a le plus de population aussi, hein. 600 000 habitants en arrondissement de Liège, 250, 300 à Verviers, 150 à Wiwarem. Oui, c'est effectivement là où il y a une concentration de la population, mais néanmoins, il y a quand même des écarts très significatifs. Verviers, les revenus sont supérieurs par rapport à Liège, et le taux d'emploi aussi, même s'il reste quand même en deçà des moyennes, tandis qu'au niveau de Huy et de Warem, là, c'est l'inverse. Il y a une contribution au PIB qui est relativement faible proportionnellement. Par contre, les revenus par habitant et le taux d'emploi est supérieur, et souvent supérieur aux moyennes wallonnes et belges. Donc il y a une disparité, mais néanmoins, si on retient le chiffre global sur le territoire provincial, nous sommes effectivement clairement en deçà des moyennes. Ça fait partie de nos faiblesses dont il faut tenir compte. Et puis alors, il y a aussi un certain nombre d'opportunités que des indicateurs nous mentionnent. On voit par exemple que le taux d'intensité touristique, c'est le nombre de nuitées par 1000 habitants. De mémoire, il est de 2,1 à l'échelle du territoire provincial liégeois. À l'échelle européenne, il est de 6,2. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la marge pour ce type d'économie, parce que je ne fais pas, moi, de différence entre l'économie dite industrielle et l'économie que les économistes appellent l'économie présentielle. Tout ce qui contribue à la création de richesses, je crois, ne doit pas être négligé. Et là, dans ce domaine, notamment en matière touristique, nous avons donc de la marge pour encore être innovants. Alors ça, ce sont les constats que vous avez pu faire en arrivant à la direction du GRE. C'est évidemment le préambule à de l'action, une réflexion en tout cas sur que faire maintenant. Donc, quelles sont les pistes que vous allez suivre? Qu'est-ce que vous proposez aux décideurs politiques et aux décideurs socio-économiques aussi? Mais je suis parti, je crois, d'un postulat en ayant observé bon nombre de régions et de métropoles à l'échelle européenne, que aucun territoire, aucune métropole ne peut se développer si elle n'a pas un projet collectif. Nous avons des leaders mondiaux, certaines entreprises qui viennent d'être rappelées, John Cockerill, Safran Aerobooster, EVS pour les ralentis, etc. La FN, évidemment. Mais l'addition de projets individuels ne forme pas un projet collectif. Ce n'est pas parce qu'on est très bon dans certains secteurs qu'il y a une vision collective, qu'il y a une concentration de moyens, qu'il y a une priorisation de ceux-ci et qu'on essaye collectivement d'avancer dans la même direction. C'est la raison pour laquelle, tenant compte des paramètres, des indicateurs qu'on vient de rappeler ensemble, j'ai proposé aux instances qui ont vraiment avalisé, et puis nous l'avons proposé à l'ensemble de la communauté liégeoise, 3 grands objectifs stratégiques. C'est proposer de pouvoir ensemble mettre toutes nos forces pour atteindre 3 grands objectifs stratégiques. Quels sont ces 3 objectifs? Au service d'une vision. Alors, ces 3 grands objectifs, c'est la création de ce que j'ai appelé une métropole triple A. Les financiers, le triple A, ce sont les régions qui se portent très bien en termes de ranking financier. Et le triple A, c'est augmenter le taux d'emploi, accroître l'attractivité et accélérer la décarbonation. Alors, augmenter le taux d'emploi, on en a parlé tout à l'heure, nous avons un déficit. Le taux d'emploi, c'est le nombre de personnes qui travaillent effectivement entre 15 et 64 ans. C'est un indicateur européen donc, qui permet de nous comparer. Nous avons un déficit et donc ce qu'il est proposé, c'est que par une série de mesures, et on va y venir, une série de projets, une série de dispositifs, une série de politiques, nous fassions en sorte de concentrer les moyens pour avoir cette obsession de pouvoir grandir en termes de taux d'emploi, parce que l'emploi, c'est un passeport pour la vie, et puis individuellement, et c'est évidemment collectivement aussi des sources de revenus pour la collectivité qui en a évidemment, besoin. A. Et il y en a un deuxième. Voilà. Donc le deuxième A, c'est d'augmenter l'attractivité du territoire. Effectivement. Comment faire? Alors, augmenter l'attractivité, on va dire, l'attractivité, on nous en a déjà peut-être parlé, et j'en parlais encore
quand on a, au niveau du grès, il y a 20 ans, voulu créer la bovrie qu'on appelait SIAC à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était déjà pour l'attractivité. Alors, l'attractivité, c'est quelque chose de fondamental dans des régions de tradition industrielle. Les régions de tradition industrielle comme la nôtre, et c'est notamment les études de l'OCDE qui l'énoncent assez bien, elles sont souvent victimes d'une espèce de chape de plomb. C'est-à-dire que ceux qui ont des compétences, des talents, ont tendance à encore avoir ces images du passé et à se dire, est-ce que je vais finalement pouvoir me développer là où je suis? Est-ce que je ne dois pas m'expatrier? Et certains passent à l'acte. Et c'est évidemment une perte terrible pour la région d'avoir parfois mis des moyens considérables pour la formation, pour l'enseignement, pour tout l'environnement qui fait qu'il y a l'émergence de compétences et de talents, et puis qui s'en vont ailleurs. Des cerveaux, appelait-on ça voilà, à l'époque. Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose, il faut absolument convaincre. Évidemment, il faut que tout le monde s'ouvre, aille à l'étranger, soit au programme Erasmus, là n'est pas le problème. Mais il faut convaincre que si on est ici, en région liégeoise, on trouvera le moyen de s'épanouir parce qu'il y aura des choses extrêmement intéressantes à faire d'un point de vue professionnel. Il faut éviter que les gens s'en aillent, mais il faut aussi faire venir des gens. Voilà. Et ça, c'est le deuxième volet, et vous avez tout à fait raison de l'identifier. Il faut aussi convaincre certains de nous choisir comme lieu d'implantation pour développer leur activité. Et là aussi, étant une région de tradition industrielle, les images du passé nous collent encore à la peau comme un sparadrap qu'on ne sait pas enlever. Alors, il ne s'agit pas de renier notre passé, on en est tous très fiers, mais simplement il faut vivre dans le présent et dans l'avenir. Et les régions de tradition industrielle ont été marquées par des bouleversements que d'autres régions n'ont pas connus. Des pertes d'emplois massives, des drames parfois humains qui ont été vécus dans la chair des hommes et des femmes qui l'ont vécu. Et cela a généré parfois un certain état d'esprit et certaines images, je le dis, qui constituent encore des éléments d'analyse pour ceux qui pensent à nous rejoindre et qui constituent parfois des freins. Et donc, il n'y a qu'une seule réponse à cela, c'est mettre en place une véritable politique d'attractivité, de positionnement, de référencement pour démontrer que notre région permet à ceux qui veulent s'y installer de rayonner et de trouver tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir développer leur business. Est-ce que vous allez faire comme au moment de la candidature pour l'Expo universelle, parcourir l'Europe, le monde, pour convaincre des décideurs quelque part? Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement, puisque c'est parmi notamment les missions du gré, le référencement, de travailler au référencement, travailler avec l'ensemble des acteurs pour identifier nos spécificités et puis trouver les atouts. Des missions sans doute de proximité seront à l'ordre du jour, parce que je crois que parfois on pense aller au bout du monde, mais aller à Maastricht, à Cologne, à Lille, à Nancy, à Luxembourg, ça peut générer véritablement de la valeur, parce que nous sommes proches et parfois nous négligeons encore cette proximité immédiate. Mais oui, il va falloir travailler cette attractivité, parce que nous avons des atouts que d'autres n'ont pas. On l'a répété. Je n'ai pas dit dans les atouts tout à l'heure, mais quand même la richesse de nos pôles urbains, avec notamment des infrastructures de qualité sur le plan culturel, la présence de l'université publique et complète, et ce nœud géographique et de mode de transport exceptionnel, ça ne se trouve pas partout en Europe. Nous sommes identifiés pour cela et nous devons encore plus le revendiquer. Et donc l'attractivité, ça doit être une politique constante et ça ne doit pas être remis en cause par les aléas du moment. C'est une politique et des démarches qu'il faut mener en permanence pour attirer et pour inciter les Liégeois à développer leurs talents chez nous. On arrive tout doucement maintenant à la moitié de cette émission. Je rappelle à tous nos internautes qu'ils peuvent poser leurs questions sur notre Facebook Live et nous y répondrons donc en fin d'émission. Mais voilà, donc on a parlé... Alors il y a quand même encore le troisième 1 qui est la décarbonation, hein. Augmenter la décarbonation. Oui, Je sais pas, un petit mot peut-être là-dessus. Oui, tout à fait. Donc la décarbonation, c'est un processus mondial. Nous devons décarboner. Et donc, c'est un processus qui ouvre en fait de nouvelles possibilités. À la fois, certains processus industriels qui sont très consommateurs en termes
de gaz à effet de serre vont devoir se décarboner pour rester compétitifs. Et puis il y a des opportunités parce que pour décarboner, il va falloir de nouveaux process, notamment économiques et industriels. Donc c'est un champ qu'il vaut mieux prendre à bras-le-corps plutôt que de subir. Et c'est ça le sens de l'accélération de la décarbonation. Alors, tout cela est bien beau, mais concrètement, comment allez-vous réaliser cette feuille de route que vous êtes en train de nous proposer? Mais donc, je crois qu'il faut, en tout cas c'est la proposition que j'ai formulée, travailler en séquence. La première, c'est le diagnostic, on en a parlé. La deuxième, c'est exprimer une vision. Nous voulons atteindre la métropole AAA pour faire de Liège, au sens large, une des métropoles européennes de la connaissance et des savoirs. Parce que quelle échéance? C'est ça que l'on veut. Et c'est vrai qu'on s'est projeté à 2030. Parce que, on l'a répété tout à l'heure, croire que l'on va arriver à modifier fondamentalement les donnes en un claquement de doigts, c'est évidemment mentir, ça n'est pas conforme à la réalité. Par contre, initier une dynamique, il faut que ça se fasse maintenant et en profondeur. Donc je disais diagnostic, expression d'une vision partagée, parce que c'est essentiel, c'est savoir où on veut aller ensemble. Et puis alors, il faut venir étayer cette vision par un certain nombre de projets, par l'identification de projets, de politiques, d'écosystèmes majeurs qui vont contribuer à rencontrer nos objectifs. Alors c'est pour cela que, et nous sommes dans cette phase-ci à l'heure actuelle, nous avons lancé l'opération Liège Cap 2030, donc je répète, Liège, Verviers, Oui et Waremme, c'est important, pour faire appel à ce qu'on appelle l'intelligence collective. On aurait pu se réunir à quelques-uns, peut-être dans ce magnifique bâtiment de la Maison de la Presse, et se dire, voilà ce qui est bon pour la région, et vous le livrez en pâture. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on y arrive, parce qu'on a besoin de la mobilisation de tous les acteurs. Et donc, nous avons lancé un processus, qui est un processus, et je vous remercie de m'inviter ce soir, parce que moi, je suis amené à faire 2 à 3 fois par semaine un certain nombre de conférences, et un processus qui a pour objectif de mobiliser tous ceux qui ont envie de s'insérer dans la démarche et de proposer des projets novateurs. C'est soit des projets qui existent au sein des entreprises et qui sont véritables, qui ne demandent qu'à éclore et qui sont véritablement susceptibles de rencontrer un ou plusieurs, et si possible les trois objectifs stratégiques, sont aussi des projets publics qu'il conviendrait de porter, et donc pour cela il faut les identifier. Donc, pour le moment, jusqu'en septembre, il y a un tour de tous les acteurs, ou en tout cas d'un maximum d'acteurs qui se réalisent, pour pouvoir, à l'automne, proposer sans doute un certain nombre de secteurs prioritaires et aussi une quinzaine, une vingtaine de projets structurants qui vont changer les comportements, qui vont nous permettre de grandir en région liégeoise. Donc nous sommes dans cette phase de recueil et de conception de projets. Ça bouillonne, il y a des initiatives qui sont prises. Par exemple, j'ai eu l'occasion, à l'initiative de Clarisse Ramakers d'Agoria Wallonie, de rencontrer le bureau Liège-Luxembourg des entreprises qui constituent et qui sont membres d'Agoria. Eh bien, voilà, je vais réaliser un webinaire avec l'ensemble des membres d'Agoria, mais c'est quand même énorme. Et ils ont décidé, manifestement, ils envisagent de faire une journée de réflexion avec tous leurs membres pour susciter et provoquer des projets qui seraient des projets industriels, économiques, d'entreprise, ou pour identifier véritablement ce qui leur permettrait de grandir. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on attendait, qu'on espérait à travers cette démarche. Et puis après, on identifiera avec Agoria comment faire grandir un certain nombre de projets. Voilà, donc ça c'est la méthode. Ouais. Mais est-ce que, voilà, pour être un peu plus concret, est-ce qu'on pourrait déjà savoir à l'avance s'il y a des pistes qui sont déjà en fait en gestation ou bien peut-être déjà en phase de concrétisation et qui vont être évidemment poursuivies, hein. On l'a dit, ce sont des projets à long terme. Donc, est-ce qu'on sait déjà, nous, en région liégeoise, vers où on se dirige? Alors, incontestablement, comme vous l'avez dit, on ne va pas passer du noir au blanc et on ne va pas réaliser des changements en quelques mois qui vont être significatifs. Ce qui compte, c'est enclencher la dynamique collective. Alors, elle est déjà pour partie enclenchée, mais il faut en recueillir encore plus les fruits. Il y a plusieurs secteurs sont concernés. Il y a 20 ans, au moment où le GRE a été créé, on ne parlait pas des sciences du vivant.
biotechnologie, medtech, pharmaceutique. C'était des secteurs qui n'existaient quasiment pas à l'échelle liégeoise. Eh bien, par la volonté, et c'est vraiment le fruit d'une stratégie concertée d'acteurs liégeois, auquel le Gré a d'ailleurs participé, l'université, la faculté de médecine, les hôpitaux, l'Invest, Meuse-Invest qui est devenu Nochac et d'autres, eh bien, par une volonté concertée, désormais, en région liégeoise, il y a 143 entreprises qui sont dans ce domaine des sciences du vivant, et ces 143 entreprises emploient pratiquement 4500 personnes, ce qui est évidemment considérable, et une structure permanente a été mise en place de ces forces vives que je viens de rappeler. Ça s'appelle Bridge to Health. Alors, derrière ce nom à consonance anglaise, eh bien, ça veut dire que ces acteurs majeurs autour des sciences du vivant se parlent et adaptent sans cesse la stratégie. Et donc, si on sent qu'il manque d'infrastructures pour accueillir des laboratoires ou des salles blanches, pour accueillir des entreprises, eh bien, à un moment donné, on décide de les construire. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec l'infrastructure Neolégia sur le site du CHC. Donc, Nochac et le CHC décident d'investir parce que les acteurs liégeois avaient senti qu'il y avait besoin d'offrir des solutions d'accueil sur le plan immobilier d'investisseurs en matière de sciences du vivant. Voilà le fruit d'une stratégie, et cette stratégie, puisque nous en avons jeté les bases, doit se développer. Et voilà un des secteurs qui, incontestablement, fera partie des priorités. Alors, il y a 20 ans, on parlait aussi beaucoup de la logistique, en disant que c'était un secteur d'avenir à développer. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que ça fait partie encore du scope du développement régional? En tout cas, la logistique, je veux dire, elle est présente. D'abord, nous sommes toujours considérés comme la région la plus logistique d'Europe, dire avec ces carrefours des voies de communication, avec la présence de l'aéroport, le port qui est l'arrière-base des ports de Rotterdam et d'Anvers, le TGV, les connexions autoritaires. Donc, je veux dire que malgré nous serons une région logistique de par ces infrastructures. Alors, vous avez vu qu'un choix a été fait. Et moi, je le soutiens particulièrement au niveau du gouvernement wallon. La logistique ne se résume pas à l'aéroport et au port, mais enfin, c'est quand même un élément important. Où là, en fait, et je trouve que très sincèrement, c'est une décision sage et courageuse qui a été prise, c'est-à-dire que on permet à l'aéroport de continuer à se développer, mais on supprime à terme les vols qui étaient les vols les plus problématiques, notamment par rapport aux riverains, et surtout, on rassure les entreprises et les travailleurs quant à leur sort, puisqu'il y a clairement encore un avenir. Donc on essaie de concilier là, le développement économique, l'empreinte carbone auquel nous devons faire attention, évidemment. Oui, parce que votre troisième A était quand même la décarbonation. Et oui, l'aviation n'est quand même pas sur non, pollution. mais l'aviation, je crois que c'est 5% des émissions total de gaz à effet de serre. Je ne dis pas que c'est rien, mais il fallait surtout ne pas casser l'outil, et il fallait faire en sorte qu'on laisse le temps suffisant au secteur pour s'adapter et pour s'engager dans la décarbonation. Parce que qu'est-ce qu'on allait faire si on avait une décision, par exemple, de suppression de cet outil? Elle allait être recréée immédiatement l'activité allait être recréée dans un autre aéroport européen, et donc pour le climat, rien n'aurait changé, mais par contre, la casse sociale aurait existé à Liège. Franchement, la décision qui a été prise au niveau du gouvernement wallon, je pense, a été éclairée et courageuse, et ça permet de maintenir un outil, de faire en sorte que son développement soit compatible avec, effectivement, la décarbonation qui va, de toute façon, s'imposer à tous les secteurs, y compris celui-là. Alors, vous voyez tous les acteurs, en tout cas importants dans la province. Est-ce que vous voyez aussi les gens de la communauté germanophone? Parce qu'on a là quand même une particularité, c'est que d'une part, ils parlent une autre langue, mais c'est aussi un des territoires parmi les plus développés en Europe. C'est assez paradoxal. Est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer, des recettes de leur méthode de management public de leur région? Écoutez, j'étais il y a 15 jours invité par Wilfried Nissen, qui est une des chevilles ouvrières qui est en même temps doyen d'HEC.
et une des chevilles ouvrières de l'Invest germanophone, et qui s'intéressait à la démarche lancée ici à l'échelle du territoire provincial. Et incontestablement, il y a des pratiques germanophones qui sont intéressantes, notamment en termes de formation en alternance, par exemple, dont je crois qu'il serait effectivement sans doute utile de s'inspirer. Mais les connexions se sont faites assez naturellement par l'intermédiaire de Wilfried Nissen et des HEC. Donc, on a parlé le but, c'est qu'on travaille avec tout le monde, évidemment. De la biotechnologie, on a parlé de la logistique, mais tout ça, donc, ce sont des pistes déjà connues, hein, déjà entamées. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des originalités vers lesquelles le gré pourrait se tourner? Alors, on va évidemment travailler pour les découvrir, et ce sera plus dans des sous-secteurs que véritablement des secteurs nouveaux où on partirait de rien et que l'on découvrirait subitement. Mais il y a aussi peut-être des projets et des projets majeurs. Et je voudrais vraiment là attirer l'attention sur un projet majeur, c'est celui du télescope Einstein. Alors, c'est quoi ça? Alors, le télescope Einstein, le gré a reçu de la part du gouvernement une mission de coordination, en particulier dans le cadre du développement et des retombées économiques. Le télescope Einstein, c'est une aventure, je pense, équivalente à celle qu'on a lancée dans les années 60 par rapport à cette volonté d'aller sur la Lune. Nous, on ne va pas aller sur la Lune, on va aller sous terre. Et ce télescope, cet observatoire, aura pour mission de mesurer les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire de prendre connaissance de données exceptionnelles à un niveau de précision jamais connu sur l'univers, sur ses réalités, sur les trous noirs, sur ce qui s'est passé après le Big Bang. Et donc on est dans la science à l'état pur et des données qui n'ont jamais été collectées. Et il se fait que la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas ont voulu et veulent développer ce projet qui est d'intérêt européen, et que la majeure partie de ce projet, qui consiste en fait à créer un triangle souterrain avec des miroirs qui permettent de mesurer ces fameuses ondes gravitationnelles, eh bien, la majorité de ce télescope devrait se trouver sur le territoire, et en tout cas en dessous du territoire liégeois, c'est-à-dire à l'échelle de la province de Liège. Et donc, quel magnifique signal pour notre métropole que de pouvoir accueillir finalement un des instruments majeurs de la science de demain à l'échelle mondiale. Un projet scientifique, mais qui pourrait générer de l'emploi? Alors, c'est un projet, évidemment, qui pourrait générer des retombées scientifiques et des retombées en termes de développement économique et d'emploi gigantesques. Alors, vous dire maintenant ce que ça pourrait générer, c'est évidemment impossible. Par contre, la nature des investissements, l'engouement scientifique et la réalité économique qu'il faudra pour ne fût-ce qu'installer ce matériel très profondément dans la Terre, ça va nécessiter une mobilisation de savoir-faire et d'innovation extraordinaire. Et là, nous devons, en Belgique et en particulier en Wallonie, et encore plus particulièrement à Liège, de mobiliser tout le tissu socio-économique au-delà du tissu scientifique, parce que l'Université de Liège a joué un rôle majeur et précurseur dans ce cadre, mais le tissu économique, le tissu social, pour véritablement en faire une priorité et tout simplement réussir ce challenge qui peut être exceptionnel. On a marché sur la Lune dans les années 60, peut-être qu'on va dire qu'on est allé dans les contreforts de la Terre à Liège pour des découvertes qui sont peut-être aussi majeures qu'à l'époque dans les années 60. Alors, il y a d'autres domaines sur lesquels il y a beaucoup d'attentes, et notamment avec des belles entreprises à Liège comme John Cockerill. C'est tout le domaine de l'hydrogène qui est amené à connaître des développements absolument considérables. Est-ce que là aussi, il y a déjà une convergence de projets, une vision, quelque chose qui est en train de se structurer d'après les premiers contacts que vous avez? Oui, incontestablement. D'abord, il y a un investissement d'un certain nombre
d'entreprises et de CIO dans les structures du gré, et le CIO de John Cockerill en fait partie. Donc il y a cette volonté de s'insérer dans le tissu liégeois. On a une chance exceptionnelle, c'est d'avoir une entreprise, inutile de refaire son passé, avec un passé, un savoir-faire voilà, que lui-même qualifie d'exceptionnel. Et vous savez que François Michel, le CIO, est français, et il le dit à chacune de ses sorties publiques, que la qualité du savoir-faire des travailleurs de tout type de l'entreprise est exceptionnelle. Donc ça, je pense qu'il faut aussi le dire et l'appuyer. Et puis, il y a cette volonté de s'investir dans le territoire. Et donc, ils possèdent une technologie et ils sont leaders mondiaux pour la fabrication des électrolyseurs qui sont indispensables pour réaliser l'électrolyse de l'eau et donc fabriquer l'hydrogène, qui est un moyen de décarbonation. Et donc, ils sont déjà présents dans bon nombre de hubs à l'échelle mondiale. Et donc, nous devons capitaliser sur cette réalité, cette technologie qui est possédée ici, avec le centre R&D qui se trouve à Seraing, pour pouvoir développer une véritable vision territoriale pour que nous soyons, nous aussi, un territoire modèle du point de vue de la décarbonation. Et donc, j'ai déjà eu 3 ou 4 contacts très poussés avec des acteurs de la décarbonation, et notamment du renforcement des réseaux électriques, parce que qui dit décarbonation dit qu'on va faire appel de plus en plus à l'électricité. Il faudra que le réseau tienne le coup. Et donc là, il y a aussi des programmes... Que les panneaux tiennent. Voilà. Et donc, il y aura des investissements majeurs à programmer, avec des enjeux qui sont colossaux, tout comme le cas échéant aussi les réseaux de chaleur, qui sont aussi majeurs. Donc là, nous sommes effectivement à l'aube d'investissements majeurs qui vont transformer notre territoire et qu'il va falloir réussir ensemble. Voilà, je rappelle que vous êtes toujours dans le Facebook Live de la Maison de la Presse et de la Communication avec Jean-Christophe Peterken, le nouveau directeur général du gré. On a parlé du constat de l'économie liégeoise, on a donné quelques pistes en tout cas d'avenir, mais on aime toujours bien terminer cette émission par des questions que nous ont envoyées nos téléspectateurs ou internautes. Donc vous pouvez encore le faire jusqu'à la fin de cette émission, encore maintenant, mais on va passer maintenant aux questions. Alors, la première... Alors ici, la première, je pense que vous y avez déjà répondu. Je pense qu'on peut peut-être prendre directement une autre question. Oui, quid de la communauté urbaine? C'était réclamé par les politiques à Liège, mais le gouvernement n'a pas l'air de vouloir suivre. Pourquoi? Une question de Patrick Maury. Alors, ça, c'est une question qui est plus institutionnelle. Et donc, je ne vais pas me hasarder sur ce sujet qui est parfois brûlant, mais je crois que ce que M. Maury veut exprimer, c'est la nécessité de travailler à une échelle qui soit au-delà d'une échelle municipale. Et c'est effectivement ce que le gré va faire. Donc, il y a vraiment eu une affirmation de êtes la communauté urbaine de toutes les forces vives. Non, mais par contre, dans le volet socio-économique, il y a la volonté de travailler à l'échelle d'un territoire large pour rassembler tous ceux qui décident de travailler ensemble sans tenir compte de frontières administratives qui ne correspondent pas à la réalité et à la vitalité de développement qu'une métropole doit rencontrer. Donc voilà, je veux dire que le gré, d'un point de vue socio-économique, c'est un territoire large et cette volonté-là, en tout cas, est partagée par tout le monde. Voilà, donc ici je vois une question à laquelle on a déjà répondu aussi, donc on ne va pas s'y attarder. Donc en voici une autre. Philippe de Liège. Comment se fait la cohabitation politique avec les autres niveaux de pouvoir? Ville, province, région. Encore une question un peu institutionnelle. Oui, mais je crois qu'elle est importante. Donc ici, le gré, c'est une SBL, donc ce n'est pas un niveau de pouvoir. Donc chacun doit jouer son rôle. Ici, il y a un rôle de stimulation, d'impulsion et de définition de stratégie en matérialisant et en mettant tout le monde autour de la table pour matérialiser par des projets concrets. Donc ça, c'est notre rôle. Et il faut travailler avec tout le monde, y compris les institutions. Sans les institutions, on ne pourra pas non plus grand-chose. Donc le secteur privé, mais aussi le secteur public. Et par exemple, il me revient qu'au niveau de la province de Liège, par exemple, décision a été prise aussi au niveau des
chefs de groupe, majorité et opposition, de travailler à l'élaboration de projets qui seront soumis au gré. Vous voyez que la dynamique est lancée Vous êtes reconnu par tous les niveaux de pouvoir, en fait, au niveau provincial, les communes, la province, en tout cas, nous allons travailler avec tout le monde. Il n'y a pas d'obligation, mais nous allons travailler avec tout le monde. Et ce qui compte, c'est l'élan, c'est la dynamique, c'est le cap. Est-ce qu'on a un cap partagé? Si chacun décide d'y contribuer, alors on y arrivera. Et c'est ça qui est important. Et je me permets d'insister par rapport à la région, parce que la question, c'est essentiel de s'inscrire dans une dimension régionale wallonne. Il ne s'agit pas de jouer Liège contre le reste du monde. Ça n'a aucun sens. Par contre, que nous mettions en avant des spécificités que parfois seuls nous possédons pour pouvoir les développer, ça, c'est aussi notre rôle. Mais dans la cohérence wallonne, parce que seul on ne peut rien, c'est ensemble qu'on peut y arriver. Alors, la question ici, vous y avez peut-être aussi en partie répondu, mais enfin, on va peut-être quand même la poser. Quelle peut être vraiment la capacité du gré? Vous n'êtes pas un organe de décision avec une force de contrainte ou de décision. Se parler, oui, mais après. Alors, j'ai l'habitude de dire que le gré n'a pas de capital à investir, n'a pas de terrain à vendre et n'a pas de subside à donner. Donc, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc voilà. Mais on a un peu plus que des idées, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté de les transformer dans le réel par des projets qui seront significatifs. Si on parvient, comme on l'a fait au cours des 20 dernières années, à créer plusieurs filières industrielles, à développer une vraie politique d'attractivité et avoir posé les jalons d'une véritable politique de décarbonation à l'échelle du territoire, je crois qu'on aura fait œuvre utile. Les moyens sont rares, et c'est donc encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 20 ans, donc ils doivent être bien utilisés. Et pour qu'ils soient bien utilisés, il faut les faire converger vers des priorités. Et ça, c'est le job du gré, et c'est vrai que nous n'avons pas de capacité de contrainte. Par contre, au vu de la composition de nos instances, avec les ministres liégeois, les principaux élus, avec de grands industriels, les patrons des outils publics, les principaux syndicats, voilà, je crois qu'il y a moyen d'orienter le développement liégeois, et c'est une mission qui est généralement confiée à un organisme similaire au gré dans toutes les métropoles, et donc nous allons assumer ce rôle-là. Une autre question de Julien, je suppose, Grodan. Est-ce que le gré va prospecter des grands investisseurs dans le monde? On a déjà un petit peu répondu à cette question. Hein. On peut avoir une autre alors. Peut-être par rapport à celle-là quand même, oui. Je crois que je disais on va s'appuyer sur la Wallonie. Il est clair que si on voulait aller dans le sens de la prospection dans le monde, il faut s'appuyer sur les outils wallons. Et il y a un outil wallon particulièrement performant qui est la WEX, et qui donc sera un partenaire inévitable. Et évidemment, nous aurons beaucoup de plaisir à travailler dans la stratégie qu'on déterminera en commun avec cette institution. Ok, mais alors on va prendre la question suivante. Carmelo Dougré, on a appris récemment que la région wallonne allait à nouveau mettre de l'argent public dans la sidérurgie liégeoise en soutenant financièrement l'offre de Liberty Steel. Est-ce une bonne idée, hein? On a parlé que vous étiez né sur la fin de la sidérurgie et voilà que la région wallonne remet de l'argent dedans. Alors, moi je crois qu'il y a plusieurs facettes à la question. Donc je comprends la question par rapport à la sidérurgie. Je veux dire que nous n'avons plus cette sidérurgie intégrée, globale, comme elle existait avant, mais néanmoins, les fabrications métalliques, sidérurgie, ça existe encore au sein de notre réalité liégeoise. Et si nous avons des produits de niche que nous pouvons développer, et si l'entreprise est jugée viable, ce qui manifestement est le cas, ça a évidemment du sens. Le dossier en tant que tel, je ne me prononce pas dessus, mais je crois que ça a du sens. Deux, on parle de la région wallonne, c'est-à-dire, en fait, il y a des outils publics ou parapublics qui peuvent investir pour soutenir un certain nombre de réalités industrielles. Mais c'est terriblement important. Nous avons la chance, en Wallonie et à Liège en particulier, on pense à Wallonie Entreprendre, qui regroupe Sogepa, Sowalfin et Série W. Et puis ici à Liège, Nochac. Mais Nochac, c'est 500 sociétés participées. C'est-à-dire que Nochac est au capital de 500 sociétés. Donc ça, c'est un élément évidemment extrêmement structurant de la réalité. On sait que souvent, il y a des bons concepts industriels, mais qui souffrent d'un manque de financement.
Et là, lorsque on prévoit que la réalité industrielle va pouvoir porter ses fruits, eh bien pouvoir faire appel à un outil qui n'aura pas uniquement une logique financière, mais qui sera intéressé à ce qu'une activité porteuse, même si elle met du temps, qui sera intéressé à la soutenir, ça structure le territoire. Donc je profite de l'occasion pour dire que cette initiative industrielle publique, comme l'on dit parfois, c'est-à-dire des outils publics qui jouent un rôle qui n'est pas que financier, mais qui est aussi du développement territorial, où on n'attend pas un return immédiat, c'est terriblement structurant et qu'on en a particulièrement besoin. Alors, une question d'Albert Doupey. Le site de Chertal est en train d'être assaini pour accueillir une nouvelle activité. Quel type d'entreprise verriez-vous pour s'y installer? Ça, c'est de la prospective. Oui, tout à fait. C'est évidemment un sujet majeur. Ce sont les sites qui sont liés à l'ancienne activité sidérurgique qui doivent être reconvertis. C'est long, c'est un processus très long. Il y a heureusement un démantèlement qui a lieu pour le moment à Chertal ou à HFB en face du Standard. Quel type d'entreprise verriez-vous bien là-bas? Voilà. Alors donc, il y a un processus long, donc, et pour le moment, nous sommes dans la phase où la région négocie le rachat, donc l'appropriation publique de ces sites, ou en tout cas la transmission de ces sites à certains investisseurs privés. Alors, il y a eu un master plan qui a été réalisé pour l'affectation de ces sites. Chertal, c'est près de 200 hectares. Donc, c'est gigantesque, remarquablement situé. C'est une véritable pépite. Et là, il est clair que nous devons, je le pense, véritablement développer des activités qui vont être tournées vers l'avenir, qui vont être très signifiantes. Et c'est vrai qu'on verrait bien là-bas des éléments qui ont trait avec l'énergie propre, la décarbonation. On parlait d'hydrogène. Le gré est associé, en fait, à cette... D'hydrogène tout à l'heure. Je crois effectivement que c'est majeur. Le gré est associé concrètement aux réflexions maintenant sur Oui, effectivement. Donc le gré est associé au processus, à l'établissement du master plan et dans les années qui vont venir, parce qu'il faut parler en termes d'années, le processus de démantèlement, puis le processus de dépollution concrète, et puis d'installation de nouvelles activités. Ça va être dans la définition concrète des entreprises et du renouveau industriel qui viendra s'installer là-bas que nous aurons, avec d'autres acteurs, un rôle à jouer. On avance parce qu'il ne reste plus malheureusement déjà que 3 minutes. Simone de Herstal, on avait vanté les milliers d'emplois qu'allait générer le Trilogiport à Liège et on est loin du compte. Qu'allez-vous préconiser comme avenir pour ce très cher outil? Très cher. Je ne sais pas comment cher a été écrit, voilà. Ah oui. Mais donc, effectivement, le Trilogiport... on a pu dire qu'il ne tenait pas les promesses qui étaient attendues. Je crois qu'il faut faire un bilan serein de la réalité du Trilogiport. Très sincèrement, je ne m'en suis pas encore plongé les mains dans ce cambouis. C'est avec le port autonome de Liège qu'il faudra faire le bilan. Par contre, ce qu'il faut impérativement, c'est faire en sorte que par rapport au trafic par bateau, que la valeur ajoutée vienne s'installer à Liège et non pas ailleurs. C'est-à-dire que nous ne soyons pas juste une zone où on décharge et où on embarque sans valeur ajoutée. Ça doit demeurer. Donc, il faut vérifier si c'est le cas, si nous avons encore la possibilité, à quelles conditions que ça devienne véritablement cette obsession. C'est ça l'objectif, parce que la position géographique, nous l'avons. Un certain nombre d'infrastructures, nous les avons. Il faut maintenant remplir cet objectif, c'est de la création de la valeur ajoutée. Voilà, je pense que malheureusement on arrive au terme de cette émission. Un grand merci Jean-Christophe Peterken d'avoir été des nôtres pour nous éclairer un peu sur le gré, bien sûr, mais aussi sur l'économie liégeoise, d'où vient-on, où on en est, où va-t-on. C'est des sujets très intéressants pour pas mal de gens et on a évoqué quelques pistes ici. Et je note qu'il faudrait vous réinviter en octobre alors. Après, voilà, mais c'est généralement ce qu'on me dit, donc je vais avoir une deuxième salve de tours de conférences et autres pour voir quels sont les avec projets. Des projets hein. Voilà, quels sont les projets qui auront émané de
tout ce travail collaboratif. Merci en tout cas à vous. Moi, je voudrais aussi remercier Electrovox qui ont assuré la captation de toute cette émission et vous donner rendez-vous pour notre prochain Facebook Live qui aura lieu fin mai. Vous savez, c'est tous les mois. Et ce sera un Facebook Live animé par Julien Hed, notre nouvel administrateur, qui sera consacré donc au festival de l'été. Les Ardentes, bien sûr, le Micro-Festival, les Francopholies, avec les principaux organisateurs. Vers quel festival de l'été va-t-on aller cette fois-ci? Bien, vous le saurez à notre prochain Facebook Live. Merci à tous et bonne fin de soirée. Bonsoir. Bonsoir.